Ce sont des familles qui s'engagent pour une année. Et donc ça permet à l'agriculteur, aux maraîchers, de pouvoir voir venir et de planifier. Donc je peux dire, je vais prévoir mes cultures pour 40 familles. Je sais qu'il me faut autant de choux-fleurs, autant d'épinards. Éco-conso et vous, saison 3, c'est parti! On mange quoi demain ? Ah, l'alimentation. Voilà un sujet qui concerne tout le monde. Et si on remettait nos habitudes en question ? Cette saison, on va parler de ce qu'on met dans nos assiettes, de potager, d'agriculture, de produits locaux et de saison. Bref, on va essayer de répondre à la question « On mange quoi demain ?» Récemment, on s'est baladé dans plusieurs fermes pour discuter avec des agriculteurs et agricultrices animés par la même envie. Nous nourrir bien et dans le respect de la nature et du vivant. Suite à ces rencontres, on vous propose une série de 4 épisodes pour croiser le regard sur différentes thématiques. Cet épisode est le 3e et on vous invite à écouter les 2 premiers pour faire connaissance avec nos interlocuteurs et en savoir plus sur leurs méthodes d'agriculture écologique et sur les labels. Cette semaine, on s'intéresse au système de vente. On va voir où et comment les produits de nos 4 fermes sont vendus. On abordera aussi bien sûr la question délicate du prix de vente. Peut-on pratiquer une agriculture durable, se payer dignement et vendre ses produits à un prix accessible ? On vous emmène sur un terrain un peu houleux, plein de défis mais aussi rempli de créativité. On mange quoi demain ? Rencontre avec des producteurs et productrices, épisode 3, c'est parti ! Quand on parle de résilience alimentaire, ça passe par une production locale abondante et diversifiée, qui permet de nourrir la population d'une région. Pour dépendre moins des marchés mondiaux, certains agriculteurs font le choix de se rapprocher des consommateurs et de tester d'autres façons de vendre leurs produits. C'est le cas de nos 4 producteurs. Ils montrent qu'il y a de nombreuses façons de soutenir leur travail et de nous régaler de bons produits locaux. On commence avec Jean-Louis, de la ferme Haute-Mont-Île à Lierneux, qui nous reçoit entre ses cuves de lait. Il fait partie des créateurs de la coopérative Pure Ardennes, où 8 producteurs laitiers se sont associés et ont créé un cahier des charges spécifique qui inclut des aspects environnementaux. Ici, on reste d'abord proche de la grande distribution. Quand ils ont démarré, ils ont suscité l'intérêt de Carrefour, qui cherchait à développer une filière qualité Carrefour, ou FQC. Ils commencent donc par vendre leur lait sous la marque Carrefour, dans cette gamme plus qualitative. Un sacré parcours qu'ils nous racontent. On voulait protéger nos exploitations et créer un avenir pour les exploitations, une sécurité, d'avoir une stabilité au niveau du prix du lait. Voilà, et reprendre en main aussi son avenir, ses perspectives. Quand on dépend d'un grand groupe laitier, on ne sait pas trop vers où on va. Le prix du lait, il est au mois le mois. On ne sait pas combien il sera payé le mois prochain. Qu'ici, au niveau de la coopérative, on a une stabilité du prix. On n'est plus à la merci des crises, laitières, où le prix du lait s'effondre. La laiterie nous achetait notre lait. Maintenant, la laiterie travaille en sous-traitance pour nous. Donc, la laiterie devient un prestataire de service pour nous. Donc, c'est eux, ils nous disent, voilà, pour traiter votre lait, pour le tracer et le traiter, et le mettre en tétrabrique, on vous prend autant au litre de lait. Voilà. Donc après, c'est nous qui assurons toute la commercialisation. On assure la production, la transformation, c'est notre laiterie qui le fait en sous-traitance. Et alors, ensuite, on assure la commercialisation. Donc finalement, oui, on est maître de toute la chaîne de valorisation de notre lait. L'idée de base aussi, c'est d'avoir 8 coopérateurs qui ont un bon esprit d'équipe et voilà, qu'on ait tous le même objectif, d'avancer ensemble et de faire face aux défis aussi. Donc, dans un premier temps, on a commencé avec un contrat Carrefour pour le lait filière qualité Carrefour. C'est un contact qu'on avait eu à la foire de Libramont. Et le lait filière qualité Carrefour n'existait pas encore à l'époque. Donc, Carrefour était à la recherche d'une filière un peu différenciée. Au départ, on était directement en négociation avec la centrale. Donc, et puis, on a quand même adapté ça parce que la centrale, que vous soyez petit producteur ou gros producteur, c'est le même règlement pour tout le monde.
Et le moindre petit souci, la centrale, elle ne vous fait pas de cadeau. Elle peut vous envoyer des amendes. Vous avez un camion qui arrive en retard, vous avez une amende. Il manque une palette dans le camion, vous avez une amende. Il y a une palette qui est trop chargée, vous avez une amende. À tout moment, 2 à 3 fois l'année, ils reviennent négocier sur les prix en fonction du marché mondial. Donc vous voyez la complexité dans les centrales d'achat avec les grandes surfaces. Donc on dit, nous on veut bien continuer le FQC, mais dans d'autres conditions. Et on s'est mis à table en discussion avec eux. On leur a présenté notre cahier de charge qui est réaliste, qui est efficace, en rapport avec l'environnement et la durabilité. On a vraiment pris les spécificités de la région ici avec un pâturage extensif, ça veut dire peu de charge de bétail à l'hectare aussi, ce qui nous permet d'avoir une autonomie fourragère et avoir un gros pourcentage de prairies permanentes. Et c'est vraiment ce qu'ils recherchaient, quoi. Mais dans le cahier de charge qu'on a mis en commun aussi et qui fait en partie qui sont dans les fondamentaux du cahier de charge, ils sont obligés de respecter tous les coûts de production. C'est dans les fondamentaux de la filière FQC. Donc à partir du moment où on leur présente quelque chose de concret, de la réalité des coûts de production, mais ils sont à l'écoute. Puis la coopérative décide de lancer en parallèle sa propre marque, le lait de la baraque Freiture. Celui-ci est distribué environ pour moitié en circuit court et pour moitié en grande surface. Le tout sans passer par les centrales d'achat et le moins possible par des grossistes. Ensuite, on a décidé de lancer notre marque lait de la baraque Freiture parce que là, on voulait vraiment identifier les 8 producteurs, quoi, bien faire passer le message aux consommateurs que c'est le lait des 8 producteurs qui est dans la boîte de lait et que le lait, avec le cahier de charge, tout le principe de production, faible charge de bétail, pas d'OGM, pas de soja dans l'alimentation, tout est indiqué sur la boîte de lait. On voulait vraiment communiquer via la boîte de lait et montrer que c'est durable et que c'est vraiment local, quoi, avec le nom baraque de Freiture, parce que tous les producteurs sont dans un périmètre autour de la baraque Freiture, et notamment 2 à la baraque Freiture. Donc on voulait vraiment s'identifier à la région, quoi. Et je crois que c'est un message qui a facilement passé, oui. Mais pour le lait de la baraque Freiture, on livre aussi bien dans les Spar que dans les Deleuze, que dans les Carrefour, et d'autres enseignes aussi. Donc là, mais c'est directement avec le franchisé, le gérant de magasin, qui lui, quand il fait la démarche, c'est parce qu'il est convaincu du produit aussi. Le circuit court est venu directement avec le lait de la baraque Freiture. Dès qu'on a créé le lait de la baraque Freiture, on a développé tout de suite notre réseau de circuits courts. Et ça a été, je dirais, assez facile, parce qu'on était le seul lait identifié local. Parce que si vous cherchez sur les marchés, on est le seul lait avec les producteurs identifiés dans la brique de lait, avec une zone géographique bien délimitée. Donc, parce que tous les autres laits sont du lait de grand mélange. On est les seuls à avoir un lait parfaitement traçable. Donc là, on a vraiment une niche commerciale importante. Et du coup, dans les circuits courts, en lait longue conservation, je vais dire, on est les seuls. On est les seuls. Donc on a su facilement, je vais dire, être présent dans tous les réseaux de distribution de circuits courts, sauf les réseaux qui sont purement bio. Ça, oui, on n'est pas implanté vu qu'on n'a pas le label bio. Voilà. Oui, on distribue aussi notamment via tout le réseau Promogest, qui est, je vais dire, une ASBL qui joue le rôle de grossiste pour tous les produits locaux en province de Liège. Et là, on fournit toutes les écoles, internats, cantines de la province de Liège. Oui. Parce qu'aussi, il fallait avoir la définition produit local. Et en lait, il n'y avait pas, on était les seuls. Donc, en plus d'être équitable, quoi, il y avait bien Fairbel qui était équitable, mais bon, lui, il n'a pas l'image d'un lait local. Voilà, il est bien identifié avec une zone géographique, voilà. Et après le Covid, il y a eu un peu une crise de la consommation des produits locaux, des produits bio, tout ça. Et au niveau de nos ventes, nous, on est resté très stable, quoi. On n'a pas eu de diminution des ventes, donc on s'est dit là, c'est un bon signe. Oui. Maintenant, direction Pont-de-Rôme, près de Borin, où Marc-André nous explique les choix de commercialisation diversifiés faits à la ferme de l'Esclé. On vend un tout petit peu à la ferme. Alors pourquoi on ne choisit pas de vendre plus à la ferme? C'est parce que nous, on a décidé de se concentrer sur quelques produits, donc le fromage et le beurre, qu'on vend aux gens. Maintenant, un petit peu la viande. Puis après, il y a, on va dire, une vingtaine de points de vente où c'est nous qui allons déposer directement les produits dans les magasins. Et puis après, il y a, on va dire, un peu plus de 50% des produits qui partent via 3 grossistes. Et donc là, ça permet d'être présent dans beaucoup de magasins bio
et dans des magasins de producteurs locaux. Et donc ça, c'est vraiment intéressant parce que là, nous, on voit une différence au niveau de nos ventes. Quand on est mélangé dans des magasins où il y a vraiment énormément de choix, c'est très difficile de se mettre en avant et de ressortir du lot. Et en plus de ça, maintenant, en plus dans ces magasins-là, on nous a rangé dans le rayon produits locaux. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « moi, je ne vais jamais là-bas, c'est trop cher ». Nous, on est moins cher que beaucoup de produits qui sont industriels de l'autre côté, mais les gens sont tellement convaincus que ce qui est industriel et produit de manière intensive va leur coûter moins cher qu'ils y vont directement. Le psychologique fait beaucoup. Tandis que quand on est dans des magasins où il y a beaucoup moins de choix, nos produits ressortent beaucoup plus. Donc même si ces magasins-là font des petites ventes, pour nous, c'est beaucoup plus intéressant en termes de chiffre d'affaires potentiel. Et malheureusement, ces magasins, ils se trouvent où ? Autour, à partir du sillon Sambre-et-Meuse. Donc quand on passe Dinan, ça ne fonctionne pas très bien. Puis une fois qu'on est au-dessus, là, ça commence à bien fonctionner jusque Bruxelles. Voilà. Donc tout le sillon Sambre-et-Meuse et Bruxelles. Et là, c'est les grossistes. Nous, on ne va pas livrer, c'est les grossistes qui vont, quoi. Nous, on va apporter dans 2 magasins, un à Malone et un à Spie, de manière historique. Et puis après, c'est tout. On a dit on arrêtait parce que ça fait des grosses tournées et des grosses journées, quoi. Et là, je pense que les grossistes, ils ont une efficacité que nous, on n'atteindra jamais. Et surtout, ils le font pour plein de produits. Pour nous, c'est intéressant parce que si jamais il y en a un qui capote, on n'est pas... Parce qu'il ne faut jamais oublier qu'il ne faut jamais dépendre de... Parce que même si la personne est extraordinaire, la personne avec qui vous collaborez, cette personne-là peut avoir un incident de vie, tout bêtement. Et ce qui fait que vous vous retrouvez du jour au lendemain avec rien. Moi, je n'ai jamais connu ça, mais mon papa, par facilité, parce qu'il était débordé, avait fonctionné avec un seul grossiste. Et le grossiste lui a dit écoute, tu fais comme tu veux, mais maintenant, c'est 50% moins cher. Et mon père, a dit au grossiste d'aller zut, il est reparti à zéro et il a acheté des congélateurs et il a mis 1 an pour vendre les produits. Enfin voilà, c'est les congélateurs qui ont fait tampon. À l'époque, il avait un tout petit volume de beurre, donc ça allait. Mais voilà, c'est une bonne expérience qui nous sert à nous, c'est lui qui l'a assumé, mais nous, c'est une bonne expérience de vie qu'on n'oublie jamais. Donc par exemple, ici, pour les veaux, c'est un tout petit volume chez nous, les colis de viande de veau. On avait trouvé un restaurant, ça fonctionnait super bien, mais on avait juste de quoi fournir ce restaurant-là. Il y a eu un souci, nous on se retrouve... on a commencé l'année passée, c'est pas grave, mais on avait tout qui partait, et puis du jour au lendemain, il n'y a plus rien, quoi. Même le magasin à la ferme, ça peut être la même chose. Il y a des fois, tout part dans votre magasin à la ferme, et puis la régie décide de refaire la route. 90% de vos consommateurs ne viennent plus parce que la route n'est plus praticable. Vous faites quoi? Donc c'est intéressant, même s'il y a des systèmes de vente qui sont parfois moins intéressants, c'est toujours très intéressant de le plus diversifié possible. Après, il faut que ça reste humainement faisable aussi. Et donc, voilà. Les marchés, on a essayé de faire un petit peu, mais je n'ai jamais vu un marché où on y allait et on gagnait notre vie. En fait, le problème qu'on a, c'est que sur les marchés, on vend trop peu de produits. Et donc, même si on a plein de chouettes gens qui passent, même si on ne fait que 100 ventes, si on vend 100 petits paquets de beurre à 3 €, ça fait 300 € de chiffre d'affaires, mais il faut déduire la valeur du beurre, il faut déduire l'emplacement et il faut déduire le temps qu'on y a passé. Donc généralement, voilà, nous on part du principe que si on fait un marché, c'est pour faire découvrir nos produits et essayer de faire de futurs clients plutôt que de se dire qu'on va y aller pour gagner notre vie. Changement de décor chez les compagnons du Samson qui vendent leurs légumes via un gazap. Astrid nous explique en quoi ça consiste et quels sont les avantages de cette formule, parce qu'elle procédait déjà ainsi quand elle était indépendante et a continué quand elle a repris la gestion de ce lieu de réinsertion socio-professionnelle. À cette vente par panier s'ajoute sur place un petit magasin de producteurs. En premier, on vend nos produits, nos légumes au Gazap, donc c'est un groupe d'achat solidaire à l'agriculture paysanne. Et donc ce sont des familles qui s'engagent pour 1 année et qui prépayent leur panier. Et donc on demande qu'ils payent tous les trimestres. Il y en a qui choisissent de payer par 6 mois ou 1 année entière. Et donc ça permet à l'agriculteur, aux maraîchers, de pouvoir voir venir et de planifier ses cultures sur 1 an en se disant cette année j'ai 40 familles. Donc je peux dire je vais prévoir mes cultures pour 40 familles. Je sais qu'il me faut autant de choux-fleurs, autant d'épinards, autant de... C'était le système qui, je trouvais, était le plus cohérent dans ma philosophie aussi. Je voulais que les gens viennent et qu'ils soient aussi responsables de leur alimentation. Et donc ça passe aussi par un engagement de ne pas abandonner le maraîcher en été quand on part en vacances et de se dire le maraîcher en fait il doit payer ses factures toute l'année. À la base, moi j'ai choisi ce mode de commercialisation parce que j'étais maman solo à l'époque. Du coup ça me donnait une assurance au niveau du salaire. Je savais que j'allais gagner autant à l'année
Et je savais répartir, gérer mon chiffre d'affaires, je savais le gérer toute l'année, quoi. Comme il était versé généralement en tout début, je savais acheter mes semences avec ça, je sais acheter mon terreau avec ça, tout le matériel dont j'avais besoin, entretenir les serres. Les gens viennent, on fait un tableau avec tout ce qui est marqué sur tout ce qu'ils doivent prendre, quoi, 1 kilo de patates, 1 kilo d'oignons, etc. Et donc pendant qu'eux confectionnent leur panier, le maraîcher il peut continuer à travailler dans son champ et il ne doit pas s'occuper de la vente. Voilà. Soit il va dans son champ, soit il s'occupe de sa famille, soit il fait ses papiers. Donc ça laisse une certaine liberté en rendant justement le mangeur autonome, quoi. C'est contraignant parce que on a le panier imposé, mais on a pris l'habitude de voir le repas autrement aussi. En choisissant de s'engager dans un panier imposé, on a d'abord le légume et en fait on va choisir la viande, ou pas la viande, tu ne manges pas de viande, mais on choisit l'accompagnement après. Avant, c'était le légume qui accompagnait le plat. Et là, en fait, il prend plus de place dans le frigo que tout le reste. C'est une habitude que les gens prennent. Il y a des gens qui me disent « Moi, j'adore parce que du coup, je ne dois plus penser, je ne dois plus réfléchir à ce que je vais manger, quoi. Les légumes sont là. » Et les gens à qui ça ne convient pas, maintenant, on a la possibilité d'acheter au petit magasin, quoi. Donc on commercialise au Gazap où il y a 37 familles cette année. Et alors on commercialise aussi au petit magasin où on est pour le moment. Et donc on vend donc tous nos légumes bio. On propose aussi à nos clients des produits wallons, d'artisans qu'on connaît, quoi. Voilà. On n'est pas producteur de fruits. J'essaye toujours de choisir des produits belges d'abord. Tout ce qui est pommes, poires et... les fraises, on en produit maintenant, mais on propose des fruits européens qui viennent généralement d'Italie, les oranges, les kiwis. Mais dans tous les magasins, on propose des oranges, dans tous les magasins, on propose des bananes. Donc j'aime autant que les gens viennent acheter chez nous ces fruits-là que dans les grandes surfaces. Bon, le petit magasin, on l'a relancé il y a 2 ans et demi. Et au fur et à mesure que les mois avancent, on voit de plus en plus de personnes qui viennent chez nous et de plus en plus de visages qu'on ne connaît pas. Donc ça fait super plaisir. Parfois la file qui attend, parce que la surface est quand même petite, et donc on a des gens qui attendent à l'extérieur du magasin, et donc ça, je pense que c'est un feedback pas mal du tout. On préfère vendre directement à la clientèle parce qu'on a un revenu plus juste en fait par légume. Que si on vendait aux grandes surfaces, on devrait faire une marge, vendre plus que moitié moins cher, ce serait pas viable, c'est plus adapté aux grandes cultures alors qu'on a une trop petite surface. Les Compagnons du Samson fournissent aussi une maison de repos et 2 écoles, peut-être bientôt 3. On fournit chaque mois la liste des légumes qui sont disponibles et donc les cuisines elles sont ouvertes au fait de travailler du produit frais. Il y a une transition à faire parce que comme il y a peu de cuisinières. Elles sont vraiment très peu, je parle de l'Envol par exemple, je pense qu'elles sont 2 maintenant, elles ont entre 85 et 120 repas à faire au quotidien. Et donc il y a du surgelé, mais il y a le légume frais qui est introduit petit à petit, quoi. Mais c'est un changement d'habitude à prendre aussi, quoi. Dans la même veine que le Gazap, il y a le CSA. Pauline, jeune maraîchère à Verlaine, a trouvé dans ce système une sécurité essentielle, mais aussi une belle convivialité. Mais qu'est-ce qu'un CSA ? Quand j'ai voulu créer le pôle maraîchage sur la ferme, j'ai beaucoup réfléchi en me disant il faut que ce soit rentable, il faut que ce soit quelque chose qui tienne la route parce que j'abandonne une sécurité. J'étais en fait déjà employée dans une autre ferme et je ne veux pas me retrouver en difficulté, ou pas trop en tout cas, en pensant à la vie de famille et juste économiquement que ce soit vivable. Donc je vous dis, le modèle qu'on a choisi, c'est le CSA. Pour Communauté en soutien à l'agriculture. C'est un système d'abonnement. On ne dit pas client, on dit mangeur abonné. Donc les mangeurs contractent l'abonnement en début de saison. Les inscriptions commencent assez tôt. Tout mon plan de culture est fait si j'ai 100, 150 ou que sais-je abonnés. Grâce à un premier versement en début de saison, tous les problèmes de trésorerie qu'ont les maraîchers quand ils commencent une saison parce qu'ils n'ont pas encore su faire les ventes, mais ils doivent acheter les plants, ils doivent acheter le terreau, les amendements, etc. Donc moi, grâce au premier versement, je n'ai pas ce problème de trésorerie. Aussi, grâce au fait qu'il y a un abonnement, que je saurai qui passe chaque semaine,
Je sais aussi mon chiffre d'affaires. Ça aussi, je suis fixée par rapport à mon salaire. Donc voilà, ça c'est les avantages pratiques. Et en fait, ça n'a l'air de rien, mais c'est super important parce que ceux qui travaillent en vente directe, ils n'ont pas malheureusement cette sécurité. Est-ce que je plante beaucoup de légumes ou pas? Quel sera mon chiffre d'affaires? Est-ce que la semaine, j'aurai vendu pour 1 euro, pour 100 ou pour 500 euros? Ça, ils ne savent pas le dire malheureusement. Ils ne sont pas maîtres de leur salaire non plus. Donc voilà, pour ça, il y a une sécurité dans le CSA pour le maraîcher vraiment incroyable par rapport à la vente directe. Maintenant, pour les abonnés, c'est cette belle habitude du vendredi de passer par ici avant de rentrer à la maison, de remplir son panier de bons légumes frais et bio. Ils soutiennent une jeune agricultrice. Je suis la dernière jeune agricultrice ici du village. Donc voilà, ils savent qui ils soutiennent. Ils voient les pratiques ici au champ, ils savent ce qu'ils mangent, ils connaissent leurs productrices. Ce lien de confiance qu'ils ont retrouvé, ça c'est ce qui ressort le plus quand je parle avec les abonnés. La fraîcheur des produits aussi, le goût. Voilà, moi ça fait un moment que je mange des légumes sortis de chez un maraîcher, donc je ne m'en rendais pas compte, mais au premier rendez-vous, c'était ça ce qui ressortait le plus. Ma salade, j'ai pu la manger presque pendant toute la semaine tellement elle était grosse et que elle s'est même pas défraîchie au frigo. Ici, le modèle de CSA, c'est pas un panier imposé, mais donc il y a la belle étale ici à côté de nous qui est garnie. Il y a différents CSA, il y en a en autocueillette, il y en a des paniers imposés. Ici, c'est vraiment un format libre où donc c'est récolté et ils se servent en toute conscience. Donc voilà, ils remplissent leur panier avec ce dont ils ont besoin pour la semaine, ils reviennent le vendredi suivant. Il n'y a pas de gaspillage non plus, parce que donc je sais qui va passer le vendredi, je récolte en fonction. Il faut quelques rendez-vous du vendredi pour qu'ils disent « Ah oui, ok, je consomme ça pour ma semaine, il faut que, ok, je vois comment je dois remplir mon panier. » Et pour eux non plus, en fait, il n'y a plus de gaspillage de légumes chez eux. Il n'y a pas de contenant, donc il n'y a pas de sachet, il n'y a pas tout est en vrac, donc pour ça aussi on est top. Et voilà, et pour moi le plus bel avantage c'est ce groupe d'abonnés tout simplement. C'est les personnes que je revois chaque vendredi, on tisse un beau lien, il y a toujours une petite question: comment vas-tu, comment s'est passée ta semaine, est-ce que dans les légumes tout va bien, est-ce que tu n'as pas été embêté par un petit ravageur, ou est-ce qu'on peut donner un coup de main. Et c'est toutes des belles personnes, de savoir que je les revois chaque semaine, c'est ce qui motive aussi, de se dire je sais pour qui je travaille. Si cette journée-ci elle a été un peu plus difficile, mais voilà, je repense à un encouragement, un beau sourire, et justement ce passage continu de semaine en semaine, c'est ça aussi qui motive. Récemment, on a entendu beaucoup de mécontentement de la part du monde agricole, en particulier par rapport au prix. Ici, les personnes rencontrées ont fait le choix de pratiques d'agriculture durable, et on vous invite à écouter les 2 épisodes précédents pour en savoir plus. Mais ils et elles ont aussi fait certains choix de commercialisation pour mieux s'en sortir financièrement. Alors est-ce que l'objectif est atteint ? Les systèmes de vente pour lesquels chaque ferme a opté leur permettent-ils de se rémunérer correctement ? Et côté consommateur, quel est l'impact sur le prix ? Du côté de Jean-Louis de la ferme Haute-Mont-Île, il faut faire une différence entre le lait commercialisé par Carrefour sous sa marque propre et qui peut se permettre de faire peu ou pas de marge, et le prix pratiqué par la coopérative quand elle vend son lait de la baraque Fréture. Carrefour, leur principe, eux nous l'achètent à bon prix, mais eux font peu ou pas de marge sur le lait parce que c'est un principe de greenwashing, quoi. Hein. Voilà, se donner une image verte. On sait très bien que voilà. Ils peuvent se permettre de vendre, ça représente quoi, peut-être 2% de leur vente de lait total de chez Carrefour, mais au moins ils disent, voilà, regardez, on achète du lait des producteurs, c'est du lait produit durablement, et voilà, ils ont forcément, donc ils peuvent se permettre de ne pas faire de marge sur notre lait. Nous, on a ciblé une partie des consommateurs qui a envie de faire une démarche de consommation durable, forcément. On savait très bien qu'on ne cible pas toute la masse des consommateurs. On se situe dans le haut de gamme des prix, plus ou moins dans le prix du lait Campina ou Joaval. Et on sait très bien que certains consommateurs, même s'ils avaient l'envie, ils n'ont pas les moyens financiers pour l'acheter. Donc ça, c'est une réalité du terrain. Aussi, on a quand même un cahier de charge qui nous engendre des coûts de production plus élevés.
On n'est pas en système de production industrielle, hors sol et tout ça, donc voilà, on a des contraintes. Donc on s'est fixé un prix rémunérateur pour avoir de l'avenir pour les exploitations. Astrid nous évoque bien sûr la situation spécifique des Compagnons du Samson, un service de réinsertion socio-professionnelle mis en place par le CPAS de Gèves. On est dans un contexte particulier, hein, chez nous en tout cas, parce qu'on est salarié et on a un salaire tout à fait raisonnable. Et je n'aurais jamais espéré ça en maraîchage, quoi. Quand j'étais indépendante, je pouvais me payer 500 € par mois. Si j'ai un salaire de quelqu'un qui travaille en tant que salarié, quoi. Un haut salaire en maraîchage, c'est 1400. Voilà. Ils y arrivent, mais qu'est-ce qu'on s'est payé avec ça, quoi. Donc, je parlais de ma casquette d'ancienne indépendante, c'est compliqué de vivre de son métier, quoi. Faut se battre, quoi. À la ferme de l'Esclé, Marc-André travaille avec son frère et sa sœur. S'ils sont enfants d'agriculteurs, ils ont tous fait des études variées et parfois exercé d'autres métiers avant, notamment dans l'enseignement. De quoi donner d'autres perspectives. Tous les trois, on adore notre métier, mais on sait qu'on peut faire autre chose. Et quand on fait un autre métier, on a un salaire qui tombe tous les mois. Et donc nous, on a dit, on veut bien faire l'agriculture, mais il faut se débrouiller pour qu'il y ait un salaire qui tombe tous les mois. Ça peut paraître bête dans le monde de maintenant, que les gens travaillent pour avoir un salaire à la fin du mois, mais dans le secteur agricole, c'est très compliqué et c'est une très grosse contrainte. Et en plus, on voulait que ce salaire nous permette de vivre décemment, donc c'est-à-dire de financer notre maison, tous les frais du ménage classiques. Enfin voilà, c'est pas un salaire mirobolant, mais on voulait que ce salaire il soit là. Mais alors ça met une très grosse contrainte parce que tous les mois, quand il y avait 4 personnes à payer, l'air de rien, ça fait tout de suite une sacrée somme qui doit sortir tous les mois. Et dans une ferme, c'est compliqué parce qu'en fait, les fermes, on travaille avec des tout petits chiffres d'affaires. Par rapport au monde entrepreneurial classique, on travaille vraiment avec des tout petits chiffres d'affaires. Moi, là où il y a un truc que je ne suis pas d'accord avec tout ce qui se passe, c'est qu'on n'arrête pas de dire que si on paye décemment les producteurs, ça va coûter très cher aux consommateurs. C'est totalement faux. Parce qu'en fait, on est tout le temps en train de mélanger l'artisanat et la production de matières premières. Et en fait, la matière première, elle est extrêmement mal payée chez les producteurs, mais si on la paye un petit peu mieux, quand on ramène ça au produit fini pour le consommateur, c'est une question de cents. Donc quand on est dans le magasin, si un produit est 1 cent, 2 cents, 3 cents plus cher au kilo, je vous mets au défi de rentrer dans le magasin et de dire que ce produit-là, il est 5 cents plus cher parce qu'on a payé correctement les producteurs qui sont derrière. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que quand les transformateurs et les distributeurs ils sont habitués de prendre de très grosses marges, est-ce qu'ils s'enrichissent ou pas? Ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, quand le produit est transformé, donc en beurre, en fromage, la viande, quand elle est découpée et mise en paquet, en fait, le prix, il augmente très très vite. Donc en fait, quand nous, on fait ces étapes de transformation et de distribution, on récupère une bonne partie des marges. Et donc là, tout de suite, on arrive à avoir une valeur, alors que le produit de base, il est de qualité. En le transformé, on va chercher des marges qui sont bien plus élevées. En fruits et légumes, c'est un petit peu différent parce que là, ils ne prennent pas des marges énormes. Donc ce serait plus compliqué. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit que les maraîchers, c'est plus dur. Mais pour la transformation, pour le lait et la viande, une fois qu'on le vend directement au consommateur, ça devient très intéressant. Même quand on passe par des magasins qui prennent aussi une marge au passage, quoi. C'est clair qu'un produit fini se vend plus cher, mais il faut pouvoir payer sa main-d'œuvre aussi, dégager du temps, sur la durée aussi, parce qu'on peut dégager du temps à 2-3 ans et puis s'essouffler et ne plus avoir du temps pour soi aussi. Il y a quand même une question de qualité de vie. Et puis après, quand le produit est fini, il faut pouvoir le vendre. C'est pas tout d'avoir un bon produit, mais il faut qu'il y ait les consommateurs au bout de la chaîne, c'est ça. Je crois qu'il faut commencer par là. Donc il faut avoir les compétences pour se diversifier, il faut avoir le temps et la main-d'œuvre. Oui, et la situation géographique, des fois, si vous êtes au milieu des Ardennes ici, et que on a un terroir exceptionnel, mais s'il n'y a pas de population pour vendre votre produit que vous avez travaillé, vous devez faire 100-200 km tous les jours pour vendre votre produit transformé. C'est au province du Luxembourg, je crois qu'il y a, si je me trompe, 250 000 habitants. Si vous êtes déjà sur Liège, vous êtes déjà 150 000, vous êtes en périphérie de Bruxelles, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Et ça, on le constate pas mal sur des exploitations qui, à un moment donné, ont voulu se diversifier un peu partout. Et c'est quand même les exploitations qui sont en périphérie de grandes villes qui s'en sortent le mieux. Oui. Parce qu'il y a plus de population, forcément. Ici, on a 3 types de paniers. On a des paniers à 10 €, 15 €, 20 €. Nous, on a les gens ne râlent jamais sur le prix. Les prix sont
peut-être un peu différent des grandes surfaces, mais moi, en faisant mes courses dans les supermarchés, parce que malgré tout, même les maraîchers doivent aller chercher des choses dans les supermarchés, je vois quand même qu'il y a des choses où en bio, c'est plus cher, quoi. Voilà, donc on est franchement raisonnable. J'ai déjà vu des salades en bio dans des petits magasins. Les salades étaient à 2,30 et nous, on vend à 1,90, quoi. Donc, on a un prix qui reste attractif pour les gens. Et ça, c'est quelque chose d'important aussi pour nous. Parce que parfois, c'est tentant de toujours basculer vers des consommateurs qui sont prêts à payer très cher nos produits, parce que ça facilite drôlement la vie. Mais il y a quand même un côté de fierté de se dire que monsieur et madame tout le monde, s'il en a envie, peut se permettre d'acheter nos produits. Ça, c'est quelque chose d'important pour nous. Après, je dois avouer qu'on a parfois tendance à vouloir basculer vers l'autre modèle parce que c'est vachement plus intéressant, quoi. Enfin, on termine avec Pauline, qui, avec son système de CSA, arrive aussi à combiner un prix juste pour elle et pour les mangeurs et mangeuses. Donc, en ce qui concerne le prix, les abonnés payent un forfait que j'ai calculé donc de la manière suivante. J'ai essayé d'estimer les charges de ma production pour la saison, de me fixer un salaire. En additionnant les deux, j'arrivais à une somme que je divise par le nombre d'abonnés que je souhaite atteindre pour la saison. Donc on n'est plus dans une logique de marché en disant une salade coûte 1, 2, 3 euros. On est au plus près de ma réalité. Il n'y a rien d'autre de superflu. On est à 10 euros par adulte par semaine. Et donc, en fait, voilà, il se promène encore un peu dans les rayons de magasins et il voit maintenant à combien est le prix du kilo de tomates, même en saison, qui est devenu élevé. Donc, ils voient avec quoi ils repartent et en ayant fait la comparaison, ils sont plus que contents, oui. Oui. Moi, de mon côté, ça me va. Du côté des abonnés, ça leur va aussi avec ce qui repart pour 10 euros. Du coup, je pense que le système ici est beau. D'autres sont dépendants des grands marchés qui fixent un prix et ce prix de marché n'a pas évolué avec tous les coûts qu'on a avant. La nourriture du bétail qui a flambé ou les amendements de les cultures, c'est ça le problème qu'il y a pour le moment. Il faut faire revenir les gens dans les fermes parce que c'est à ce moment-là que nous avons fixé notre prix qui est le plus rémunérateur. Maintenant, on comprend que tout le monde ne sait pas se déplacer dans les fermes. On essaye qu'un maximum vienne acheter en direct, mais on ne peut pas se fixer que là-dessus. Donc, il faut aussi qu'il y ait une amélioration par rapport à ces marchés internationaux. Envie de découvrir de nouveaux points de vente ou de savoir si des producteurs vendent en circuit court près de chez vous ? On vous propose une foule de bonnes adresses sur ecoconso.be, notamment dans notre article intitulé « Alimentation durable » où trouver des produits locaux bio. Un très grand merci à Astrid, Pauline, Jean-Louis et Marc-André. On les retrouve la semaine prochaine pour prendre un peu de hauteur et évoquer les grands défis auxquels est confrontée l'agriculture locale. On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un avis ou des étoiles sur Spotify ou votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. On vous donne rendez-vous sur Instagram, Facebook ou notre site ecoconso.be/miam pour profiter de toutes nos ressources sur l'alimentation durable. Ecoconso et vous, le podcast qui met des idées vertes dans vos oreilles et dans votre quotidien. On mange quoi demain ? Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie.